Bienvenue à tous dans le club des hommes en noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Un très grand merci à tous ceux qui nous ont écrit, nous ont fait part de leurs remarques et de leurs attentes à la suite des premières émissions de cette nouvelle saison. Merci également à tous ceux qui soutiennent cette émission. Quand je dis soutiennent, soyons très clairs, qui soutiennent financièrement cette émission, notamment en profitant de l'offre rejoindre de notre chaîne YouTube. C'est un des moyens les plus efficaces pour permettre à cette émission de continuer, non seulement de ce premier trimestre de cette saison, mais dans les trimestres suivants. N'hésitez pas à lire à ce sujet la description en bas de cette vidéo sur la chaîne YouTube et à nous envoyer un courriel pour profiter des avantages qui sont liés à l'offre rejoindre. Voilà, c'était les messages que je voulais dire aujourd'hui. N'hésitez pas non plus, je vais ajouter celui-ci, de mettre un pouce levé pour montrer que vous soutenez aussi cette émission et à nous adresser toutes vos remarques et éventuellement vos idées de thèmes d'émission. Je reçois aujourd'hui au micro du Club des Hommes en Noir, j'ai commencé à ma gauche, extraordinairement à ma gauche, l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Je me tourne. En fait, vous êtes le doyen de cette émission. Eh oui, j'ai connu l'émission sur Radio Courtoisie. Sur Radio Courtoisie, dans ses débuts. Avec Daniel Abiche. Enfin. Voilà, vous êtes un des fondateurs de cette Je suis le seul survivant. Non. Vous aussi. Avec Philippe, quand même. Alors, il y a moi, mais il y a l'abbé Cellier et l'abbé Tanoir. À l'origine, il n'était pas là. Ah bon, alors j'étais persuadé qu'ils étaient là, mais si vous le dites... Il n'en reste qu'un, je serai sûr. Voilà, donc vous êtes le doyen et nous avons le poussin. Le cadet, allez, cadet de Gascogne, quasiment. Et cadet de province en tous les cas. Le père Danziec, bonjour mon père. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci d'être présent. Il est d'autant plus courageux d'être présent, c'est que je l'ai un peu bousculé samedi dernier, donc je lui présente publiquement mes excuses parce que je suis très touché de sa présence aujourd'hui. Et puis, je suis très heureux aussi d'accueillir le père Hervé Benoît, monsieur le recteur. Merci, cher Philippe. Merci pour votre invitation. Et puis, comme toujours, je me tourne vers le laïc de l'étape, notre ami Guillaume de Tanoir. Non pas que les autres non, ne soient pas Tanoir, c'est l'autre. Guillaume de Tanoir. C'est l'âge. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Voilà. Donc, Guillaume, donc vous êtes tellement de choses qu'il faut que je me rattrape là. Donc, c'est pas absolument indispensable de se rattraper. Patron du Salon Belge, mais vous êtes aussi, m'a-t-on glissé tout à l'heure dans l'oreillette, vous êtes aussi éditeur. Oui. Et l'éditeur de l'abbé Benoît. Oui. Et éditeur de l'abbé Benoît. Et vous venez de publier un livre. Non, on l'a pas encore publié, mais il est en cours. Comme disent les canonistes. Mais bon, vous savez, avec les éditeurs, on est parfois, faut être patient. Voilà, non, c'est une petite brochure, mais en ces temps de combat pour la vie de plus en plus âpre, voilà, une petite présentation historique sur l'histoire de l'idée de l'eugénisme. D'accord. Ce livre, ça s'appelle comment ? Ça s'appellera Maladie et handicap du Moyen-Âge au XXe siècle, je crois. Voilà. Ah oui, effectivement. Histoire rose et histoire noire. Légende rose et légende noire. Aux presses de la délivrance, c'est ça ? C'est ça. Voilà, nous en avons parlé. J'ai rappelé que vous étiez éditeur. Merci beaucoup. Et donc bonjour. Sur le nom, et donc je vous présente aussi mes excuses, décidément. Alors aujourd'hui, nous devons parler de l'école catholique parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs faits qui se sont produits dans les semaines passées, de remise en cause en fait du caractère de la catholicité en fait de l'école. Mais avant, puisque c'est une émission qui est liée aussi à l'actualité, j'aimerais un peu avoir votre, je ne sais pas comment dire, vos réflexions, votre analyse, vos remarques en tous les cas sur la nouvelle promotion, ça n'a aucun rapport avec l'école catholique, encore que, la nouvelle promotion des cardinaux, 21 cardinaux créés par le pape François, enfin qui seront créés prochainement, au mois de décembre, par le pape François. Monsieur l'abbé, vous qui êtes un vaticaniste, comme on dit. Non, mais en langage électoral, ça s'appelle bourrer les urnes. D'accord. Alors ça, on va encore vous reprocher de faire de la politique. Hein. Je vais dire trop vite. Non, c'est vrai que, pour dire la vérité, on ne les connaît pas bien, ces cardinaux. Quelques-uns sont fort progressistes.
Donc vous les connaissez, ceux-là. Ceux-là. Mais la plupart sont inconnus et ils se rejoignent une masse de cardinaux inconnus. C'est quelque chose. On a un sacré collège brumeux, on ne sait plus. Et peut-être qu'entre eux même ils se connaissent pas en fait. J'ai l'impression, oui. Donc ça va être le prochain conclave va peut-être être difficile et les congrégations avant le conclave encore plus nécessaires que d'habitude. C'est que consistoire on nomme des cardinaux, ils se retrouvent au moment, en tout cas à ce moment-là. Peut-être expliquer que le collège cardinaliste est passé de, je crois, normalement, il y a un chiffre à peu près autour de 120 non, ou 110, et là, ils sont 140, quelque chose comme ça. Oui. Et il y a 80% du collège cardinaliste qui a été nommé, 85% maintenant, qui a été nommé par François, qui a fait autant de consistoires, donc c'est-à-dire de nomination de cardinaux, je crois 9 maintenant, que n'en avait fait le pape Jean-Paul II pendant ses quasiment 25 ans de pontificat. Parce que je crois que c'est peut-être juste ça. Moi, je connais pas vraiment le fond des personnes. Je veux dire, le pape, après, c'est le. Ça, vous me laissez dire. Voilà. La responsabilité. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est le pape qui est le chef de l'Église universelle. Donc après, somme toute, il fait ce qu'il veut. Et nous, on doit avoir un sentiment évidemment respectueux. Ce que l'on peut constater néanmoins. Je l'ai dit avec. Non, bien sûr, non, mais je dis, il n'y a aucun problème. Je ne dis pas. Je dis juste que peut-être, en fait, pour l'observateur justement non connaisseur du fond des choses, mais juste si on regarde la surface, c'est qu'il y a, moi, c'est peut-être le petit point qui m'interroge, c'est-à-dire qu'il y a un peu un changement, un bouleversement des habitudes, comme s'il y avait une volonté un petit peu de s'affranchir d'une façon transgressive de la tradition, des habitudes traditionnelles de la nomination des cardinaux, où le collège cardinaliste ne dépassait pas un seuil du nombre de cardinaux électeurs. Je crois, encore une fois, c'était aux alentours d'une centaine. Et là, on a un peu une multiplication des calottes rouges. Donc, c'est dans vrai une église des pauvres. Oui, mais c'est un voilà. Ça aussi, c'est ma responsabilité. Ça surprend un peu. Voilà. Les sièges cardinalistes traditionnels n'ont plus cardinaux. Dans tel siège, ce sera l'auxiliaire qui sera cardinal et pas le pape, etc. Oui. Et de même à la curie. Il y a quelques secrétaires de congrégation, de dicaster, qui sont cardinaux alors que le préfet n'est pas cardinal. C'est ça. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Oui, bonjour l'ambiance, effectivement. Père Benoît, vous avez un sentiment pour... 3 petites remarques à faire. D'abord, dans ce petit... Respectueusement. Avec tout le respect que je partage avec mes confrères, bien sûr. On sera là pour y veiller, de toute façon. Je vous remercie. Heureusement que les jeunes sont là. Ça va être intenable, cette émission, je sens. C'est très bien parti, moi, je trouve. Alors, la première chose, c'est que dans ce consistoire-là, il y a peu d'Africains. Je crois qu'il y a une seule nomination. Ça a été remarqué par la presse, effectivement. Voilà. Je prétends pas à l'originalité. Non, mais c'est pour vous appuyer, au contraire. C'est qu'on a certains titres de presse ont même parlé des Africains comme étant punis, notamment pour leur prise de position sur fiduciaire supplicant. Voilà, la première chose que je voulais faire remarquer. La deuxième chose, un petit peu pour envoyer une pierre dans le jardin de l'abbé Barthes, mais... pas de femme. Pardon ? Il n'a pas de jardin. Laissez parler Père Benoît, s'il vous plaît. Il n'y a pas de parité, ce sont tous des hommes. Donc, juste dire qu'on passe d'un collège cardinaliste très apparatchik, c'est-à-dire où il fallait avoir des postes et la curie était favorisée, etc., à des outsiders, comme on dit au Parlement britannique, des backbenchers, voilà, des gens qui sont derrière. Pour le bien, pour le mal, ça, j'ai aucune compétence pour le dire. Pardon, mais si vous comparez d'un point de vue politique, vous dites outsider, moi je crains que le terme soit un peu déjà trop favorable, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on a plutôt des inconnus, et on a vu ce que ça donnait dans la dernière assemblée, le dernier hémicycle, quand on a des députés qui ne sont pas rompus à l'exercice de telle ou telle responsabilité, ça peut faire une assemblée foutoir. Je ne dis pas que c'est ça qui s'annonce pour l'Église, mais c'est voilà, outsider, je ne sais pas. Enfin, paraphrasant l'Évangile, je dirais heureuse faille qui laisse passer la lumière. Voilà. Puis dernière petite taquinerie, je constate que le collège des non-électeurs
compte aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu sur la presse ou sur Internet, 115 non-électeurs. 115. Donc je me dis que finalement la couleur rouge est comment dirais-je, conservatrice, voilà. Qu'il y a une multiplication des cardinaux non-électeurs. Alors ça nous indique qu'on va vers des temps vraiment de martyrs. Guillaume de Thieulois, on va terminer avec vous ce tour sur cette promotion de nouveaux cardinaux. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire. J'en connaissais, je crois, pas un seul. Donc, c'est aussi Vesco que je pense pas être une excellente nomination. Mais il y a le père Radcliffe. Oui, Radcliffe, mais pareil, c'est pas exactement la personne à qui j'aurais confié le magistère, mais peu importe. Moi, effectivement, je me suis dit que le pape bourrait les urnes, mais je me suis dit aussi, avec un peu d'ironie, que c'est lui qui avait fait la plupart des cardinaux africains qui ont lutté contre fiducia supplicans, c'est donc on peut bourrer les urnes et pas du tout maîtriser la suite. Donc, à mon avis, on s'oriente plutôt vers le foutoir que vers l'autocratie. Et c'est un spécialiste du parlementariste qui vous parle. Absolument. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Très bien, merci à tous sur cette première réaction après cette annonce de création de cardinaux, parce que ça n'aura lieu que... Si le pape meurt aujourd'hui, quoique... Non, c'est au mois de décembre, je crois. Non, je m'interrogeais sur si le pape meurt, ils sont oui. Je crois que le principe, c'est que c'est leur nomination. C'est leur nomination qui est effective, leur rang de cardinaux. Alors, sans transition et sans aucun rapport à part la catholicité, ce qui est quand même pas mal, abordons le vrai thème d'aujourd'hui. Est-ce que l'école catholique peut être encore catholique ? Pourquoi ces questions se posent ? Eh bien, notamment parce que nous avons tous entendu parler des événements qui ont touché un directeur de Pau qui a été relevé de ses fonctions, mis en cause parce que l'Académie... Pour atteinte à la laïcité. Pour atteinte à la laïcité, merci Guillaume de Thieulois. Donc à Pau, c'est un fait récent, mais il y a eu d'autres faits dans le passé de mise en cause d'établissements ou de direction catholique, voire de professeurs catholiques. Comment est-ce que vous avez réagi à cette affaire de Pau, par exemple, Père Danziac ? Que je vous vois. Alors non, je crois que en fait c'est pas vraiment une surprise. Il y a même si c'est un peu des bouts d'iceberg qui dépassent et qui sont comme des petits signaux sur ce qui s'annonce, me semble-t-il. Juste avant, il y a eu quand même les coups de boutoir contre l'école Stanislas, qui se sont poursuivis encore récemment, puisqu'il y a eu le complément d'enquête sur France 2, donc chaîne du service public, avec une enquête véritablement à charge. Donc Stanislas à Paris. Stanislas à Paris. Lycée d'excellence. Exactement. Et avec une volonté de catéchisation, donc d'enseignement catholique, véritablement catholique, puisque c'est le sens de la question qui nous réunit aujourd'hui pour cette émission. Il me semble que dans le sillage de cette politique de l'enfouissement suite au Concile Vatican II, d'ailleurs même dans les parties du Concile qui concernent l'enseignement catholique, il est stipulé que l'école doit plus devenir en fait un entre-soi, qu'elle doit être un lieu d'accueil, d'évangélisation, très bien. N'empêche que le temps a fait que on est passé en fait de cette école Carrefour et qu'on en voit le résultat, c'est qu'aujourd'hui en fait l'école de l'enseignement catholique sous contrat se fait submerger, j'utilise le terme à bon escient, dans le sens où il y a certaines fois des écoles où il y a une majorité d'élèves qui ne sont plus catéchisés et qui ne sont même pas baptisés, voire qui partagent une autre religion. Donc ça c'est factuellement, ce sont les faits qui sont observables sur ces 40 dernières années. Ça c'est l'état des lieux. L'état des lieux. Et en même temps... mais vous compléterez, bien sûr.
fais je brosse un tableau rapide, et dans le même temps, je pense que face aux enjeux justement de la transmission de la foi, dans l'univers catholique classique dans son ensemble, il y a un certain nombre de chefs d'établissement qui veulent reprendre la main sur la barre, garder les deux mains fermes sur le volant, pour assurer en effet une dimension catholique de l'enseignement catholique. J'en veux pour preuve Philippe Delorme, le directeur général de l'enseignement diocésain actuel, qui dit qu'il est pour, il l'a dit sur la chaîne du Figaro, il a dit qu'il était pour l'enseignement obligatoire dans les écoles d'enseignement catholique sous contrat. Il était pour des heures obligatoires de culture chrétienne. J'entends bien, mais c'est déjà un changement. C'est déjà un changement. Quant à son prédécesseur au début des années 2000, je viens de le dire, disait qu'il était contre une école citadelle, mais qu'il était pour une école Carrefour. Donc on n'est pas du tout sur le même paradigme. Mais c'est-à-dire que depuis 20 ans déjà, les choses ont changé, même dans le paysage catholique ordinaire français. Donc finalement, à la fois, il y a des chefs d'établissement qui se réveillent et qui veulent tout simplement garder leur authenticité, mais par effet de contraste, comme il y a eu un véritable effondrement, un véritable déclassement du catholicisme en France, analysé par Guillaume Cuchet notamment, eh bien, le contraste est d'autant plus saisissant. Donc, ce qui était une petite lumière lambda de l'enseignement catholique hier devient une sorte de feu scintillant qui fait peur à beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, il y a un jeu de politique, de pouvoir, de rapport de force qui s'opère. Et dans ce cadre-là, on sent que ça tangue, qu'on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, Philippe Delorme, en tant que responsable de l'enseignement catholique, on voit bien qu'il navigue pas à vue, mais qu'il essaye de naviguer d'une façon très prudente parce que le navire tangue. Voilà. Bien sûr. Père Benoît, vous vouliez intervenir. Étonnamment, j'étais trop impatient et je n'ai pas attendu la conclusion du Père Danziec. Et je suis assez d'accord en insistant sur le fait qu'effectivement, comme au bord de la mer, on a la rencontre de deux vagues. Il y a la vague qui reflue, celle de 68, celle d'un catholicisme enfoui, etc., et qui se croise avec un renouveau que moi j'observe à la base, dans le fond de nos diocèses et dans le fond de nos provinces, de directeurs d'établissement qui cherchent à repartir dans l'autre sens. Mais alors évidemment, en phase 2, et là on passe du théologique au politique, face à des autorités laïques, des autorités du ministère de l'Éducation nationale, etc., qui d'abord ne sont pas habitués à avoir en face d'eux des catholiques qui ont une certaine colonne vertébrale, d'où le choc culturel. Et puis, ça nous amènera peut-être dans les temps qui viennent à un autre débat, mais voilà, on va faire payer au catholicisme plutôt gentil et conciliant ce que l'on ne dira pas au voile et à tout ce qui va avec. Bien sûr. Je crois qu'en fait, là, il y a une j'espère, mais il y a une instrumentalisation visible dans ce qui se passe en ce moment. Est-ce que finalement, monsieur l'abbé, la laïcité ne sert pas à ce réveil catholique en mettant en cause ces directeurs qui essayent de faire quelque chose? Dire qu'elle les pique. Le fait de piquer un certain nombre de personnes, parce que pour l'instant c'est surtout des personnalités, voire quelques établissements, mais qui sont mis en cause. Mais est-ce que le fait de piquer comme ça va pas pour les réveiller? Oui, enfin vous savez, le mal est très très profond. Notamment, vous parliez des cours obligatoires et des catéchisés. J'ai l'exemple d'un établissement de 300 élèves secondaires, donc, où tous pratiquement assistent aux cours culturels. De culture religieuse, vous voulez dire. De culture religieuse, c'est cela. Et 30 sont catéchisés.